Je me regarde dans le miroir et je ne sais plus très bien qui, de moi ou de mon reflet, porte le plus beau masque. La loge sent la laque, la poudre de riz et ce vieux parfum de théâtre. Un mélange de cuir, de velours et d'impatience. Sur la table, on a disposé des roses blanches, trop parfaites, comme si l'on voulait effacer tout ce qui, en moi, n'a jamais été blanc. Une habilleuse ajuste le tombé de ma robe noire, noir académique, a dit la styliste. Un noir de consécration. Je souris, avec cette politesse de statut que l'on attend de moi. Dans quelques minutes, je monterai sur scène pour recevoir un prix au nom grandiloquent, récompense pour l'œuvre d'une vie. L'œuvre d'une vie, comme si une vie pouvait se résumer en reliures dorées et applaudissements. J'entends derrière la porte le murmure des invités, le froissement des programmes, la rumeur mondaine qui ressemble à une mer contenue. On prononce mon nom en chuchotant « Élise, Élise », comme on dit cathédrale ou institution. On m'a appelé ainsi pendant des années une conscience littéraire. J'ai même accepté d'être une voix. Et une voix, ça finit toujours par oublier qu'elle a un corps. Je prends mon téléphone pour tuer une seconde, pour éviter de penser à ma gorge qui se serre. L'écran s'allume et me jette au visage une notification. Amazon France, top 1 des ventes. Je cligne des yeux, comme si la lumière me mentait. Le titre, Les roses du désert. L'auteur, Aileen. Je lis, je relis, je ne connais pas ce nom. Je devrais m'en réjouir. Un nouveau talent, la relève, la littérature qui respire encore. Mais quelque chose, dans la manière dont les mots s'alignent sur l'écran, me donne une sensation physique, comme une main froide sur la nuque. Je clique. La couverture s'affiche, un baiser au milieu d'une tempête de sable. Une femme en chemise blanche, un homme en uniforme, tout ce que le public adore, le frisson, la faute, la guerre comme décor romantique. Et pourtant, malgré le kitsch, malgré la mise en scène, je sens une pointe, une aiguille sous l'ongle. Je descends, je lis le résumé. Une journaliste audacieuse, un officier, une passion clandestine, des lettres, des secrets, des lettres. Mon doigt hésite, puis achète l'extrait. Ridicule, moi Élise, j'achète un extrait, comme une lectrice anonyme dans un train. Le premier paragraphe apparaît, et là, le sol se dérobe, très doucement, sans bruit, comme une marche qu'on manque dans l'obscurité. Il avait l'odeur du tabac blond et du métal chauffé, et quand il me regardait, j'avais l'impression que la guerre, pour une seconde, me demandait pardon. Je reste immobile. Cette phrase, ce rythme, cette image, je connais cette cadence, pas comme on connaît une citation, comme on connaît une cicatrice. Parce que ce n'est pas seulement une phrase, c'est un souvenir, un battement de cœur, une chose écrite un soir où mes mains tremblaient. Une habilleuse me demande « Ça va, Madame Élise ?» Je réponds « Oui, juste un peu d'émotion. » Mensonge automatique, réflexe appris. Je lis plus loin. Le texte parle d'une chambre d'hôtel à Oran, d'un ventilateur qui grince, d'une robe posée sur une chaise et d'un homme qui écrit « La nuit » sur du papier trop fin. Oran. Personne ne connaît Oran dans mon entourage parisien. Personne n'a jamais su ce mot-là, pas même mes éditeurs, pas même ces critiques qui prétendent m'avoir disséqué. Oran n'existe que dans les plis, dans les zones muettes de mon passé. Mes doigts deviennent froids, puis brûlants. On frappe à la porte. « Madame, on vous attend dans 5 minutes. » 5 minutes, et je dois sourire devant une salle entière, tandis qu'un livre, dehors, grimpe comme un incendie, emportant, page après page, des braises qui me ressemblent. J'ai dans le miroir, je vois mon visage, calme, digne, intact. Mais derrière mes yeux, quelqu'un remue. Quelqu'un que j'ai enterré sous des prix, des préfaces, des dédicaces. Et je comprends, sans encore oser prononcer le mot, que ce soir, on ne vient pas seulement célébrer ma vie. On vient peut-être assister à mon effondrement. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. Je suis montée sur scène, j'ai pris le trophée, j'ai prononcé les phrases qu'on attend d'une femme de mon âge quand on la couronne. Gratitude, humilité, transmission. J'ai même souri au bon endroit, au moment où les flashs font semblant d'être des étoiles. Et pourtant, pendant que la salle se levait, je n'entendais qu'une seule chose, la phrase d'Oran. Cette phrase qui n'appartient à personne, sauf à moi, sauf à lui, sauf à notre faute. De retour dans la loge, j'ai refermé la porte comme on ferme un caveau. J'ai posé le prix sur la table. Il a fait un bruit sec, presque vulgaire. Un objet pour couvrir un gouffre. Je n'ai pas appelé mon éditeur.
Je n'ai pas appelé la presse. J'ai fait pire, j'ai ouvert le livre en entier. Les pages défilaient sur l'écran et plus je lisais, plus mon corps me trahissait. Le cœur irrégulier, la main moite, la bouche sèche, comme si chaque paragraphe me reprenait quelque chose, une mèche de cheveux, une parcelle de peau, une part de mémoire. Puis, je suis tombée sur une lettre, pas une lettre inspirée, pas une imitation, non, une lettre exacte. Ne dis jamais mon nom, même si tu l'écris, car mon nom dans ta bouche ferait plus de bruit qu'une rafale. Je me suis assise brusquement, parce que cette phrase, je ne l'ai jamais publiée, je ne l'ai jamais citée, je ne l'ai jamais confiée, je l'ai gardée, pliée en 4, glissée dans un livre de prière, avec une tache ancienne au coin, la tache d'une larme ou d'un verre renversé, je ne sais plus. Une douleur a serré ma poitrine, une vraie, pas une métaphore. Ma vue s'est rétrécie, comme si le monde passait par un tunnel. J'ai voulu respirer et l'air n'est pas venu. Je me souviens du premier coup, comme d'un marteau, puis d'un second, plus sourd et d'une sensation absurde, la soie de ma robe qui me griffe le cou alors que je tombe. Ensuite, les voix loin, comme au fond d'un aquarium. « Madame Élise, Madame, appelez une ambulance. » Je me suis réveillée à l'hôpital, sous une lumière blanche, impitoyable. Un médecin m'a parlé d'alerte cardiaque, de stress majeur, de repos. Il prononçait ces mots comme on colle un pansement sur une fracture. Quand on m'a laissée seule, j'ai tendu la main vers mon sac. Mon téléphone, comme une arme, comme une preuve. J'ai appelé chez moi, pas mon éditeur, pas mon avocat. Chez moi, là où dorment mes papiers, là où vivent mes silences. La gouvernante Marianne a répondu inquiète. « Madame, vous êtes à l'hôpital, on a vu les images, on ne nous dit rien. » Je lui ai parlé doucement, trop doucement. « Marianne, écoutez-moi. Allez dans mon bureau, ouvrez le cabinet, celui de gauche, derrière les Pléiades. Vous voyez la boîte en fer, celle avec le ruban bordeaux ?» Elle a hésité. « Oui, madame, la boîte de vos lettres. Ouvrez-la et dites-moi combien il en manque. » Un silence long, la respiration de Marianne qui se casse, puis le son métallique, la boîte qu'on ouvre, le froissement du papier, un comptage à voix basse, comme une prière. Et enfin, sa voix, étranglée. « Madame, il manque beaucoup, une pile entière. » Je n'ai pas fermé les yeux. J'ai fixé le plafond blanc comme on fixe un juge. Personne ne touche à cette boîte, à part moi. Et là, le nom est venu tout seul, comme une lame qui glisse. Théo, mon petit-fils. Mon Théo, brillant, poli, l'enfant qui me citait Racine à 12 ans, celui qui m'embrassait le front avec une tendresse presque adulte, celui qui disait « Mamie, je garderai tout, je protégerai tout ». Je l'ai revu quelques semaines plus tôt dans mon bureau, assis devant mon ordinateur. Ses doigts rapides, trop rapides. Un câble branché, un petit boîtier noir sur la table. Juste une sauvegarde, mamie, pour éviter les incendies, les vols, les dégâts des eaux, les incendies. Voilà, la phrase a pris une autre couleur. Ce n'était pas une sauvegarde. C'était une extraction. J'ai senti la nausée monter, lente, méthodique, comme si quelqu'un, à distance, avait fouillé mes tiroirs, retourné mes sous-vêtements, mis ses mains dans ma vie. Je me suis redressée dans le lit, malgré la douleur. Je n'avais plus le choix. Ce livre n'était pas un succès littéraire. C'était une autopsie, publiée en temps réel. Et le scalpel portait le prénom de mon sang. Je suis sortie de l'hôpital 2 jours plus tard, contre l'avis du médecin, avec une ordonnance dans le sac et une colère dans le ventre. La douleur au thorax n'était rien comparée à cette autre douleur, plus ancienne, celle qui naît quand on comprend que la trahison a la voix douce de la famille. J'ai demandé à Marianne de préparer un dîner, pas un dîner de fête, un dîner de tribunal, argenterie, nappe blanche, bougies basses, tout ce décor bourgeois que Paris adore, parce qu'il donne l'illusion de la paix. J'ai même choisi un vin léger pour que personne ne puisse dire plus tard qu'il s'agissait d'un excès. Théo est arrivé à 20 heures précises comme un homme d'affaires, pas comme un petit-fils. Manteau noir, écharpe sobre, téléphone déjà dans la main. Il m'a embrassée sur la joue avec cette tendresse calibrée qui n'éveille plus la peau. « Mamie, tu vas mieux ?» On m'a dit « une frayeur ». Je l'ai regardé longtemps et j'ai senti un frisson me traverser parce que je reconnaissais cette maîtrise. Il l'avait apprise quelque part et je savais où, chez moi, dans mes silences, dans mon art de ne jamais montrer. « Assieds-toi, Théo. » Ma fille, Anne, était là aussi, à l'autre bout de la table.
Elle jouait la médiatrice avant même de comprendre le crime. Mon gendre feignait de s'intéresser au pain. Personne n'osait regarder le centre de la nappe, comme si une bombe y était posée. J'ai servi l'entrée, sans faim, sans plaisir. Puis, j'ai posé mon téléphone sur la table. L'écran était allumé sur la page Amazon. Top 1. Les roses du désert, A.I. Lin. Le silence a changé de texture, plus lourd, plus visqueux. « Tu connais ce livre ?» ai-je demandé. Théo n'a pas tressailli, il a juste penché la tête, comme on écoute une vieille personne confondre les dates. Bien sûr que je le connais, c'est le phénomène du moment. Je me suis appuyée contre le dossier, le cœur calme, trop calme, le calme des tempêtes qui ont choisi leur cible. Théo, ces lettres, ce sont les miennes, celles de ton grand-père, celles que tu as volées. Anne a lâché sa fourchette, un petit bruit d'acier, ridicule face à ce qui se passait. Théo a soupiré, et ce soupir, je ne l'oublierai jamais. C'était pas un soupir de culpabilité, c'est un soupir d'efficacité. Voler, mamie, tu dramatises. Je l'ai interrompu d'une voix basse. Ne m'appelle pas mamie quand tu parles comme un comptable. Il a enfin levé les yeux vers moi, sans violence, mais avec une froideur neuve, une froideur de génération. D'accord, Élise. Mon prénom, dans sa bouche, c'était une gifle polie. Tu as scanné mes archives, tu as nourri une machine avec ma vie, et tu as vendu ça sous un nom anonyme. Il a haussé les épaules, très légèrement, comme un homme qui explique une évidence à une enfant. J'ai optimisé ton patrimoine. Anne a murmuré. Théo, qu'est-ce que tu dis? Il n'a pas regardé sa mère. Il a regardé moi, comme on regarde une marque, une entreprise. Tu sais combien coûte l'entretien de cet appartement? Tu sais combien coûtent les impôts, les charges, les soins? Tu sais combien la famille doit, Élise? Je l'ai senti, ce mot « doit ». La dette, toujours la dette, le serpent discret des familles respectables. Alors, tu m'as dépouillé pour rembourser? Il a souri, enfin, un sourire mince. Non, pour sauver ce que tu appelles l'honneur. Puis il a posé ses coudes sur la table, calme, précis. Tu gardais ces histoires dans l'ombre, par romantisme, par peur, par orgueil. Moi, je les ai rendues utiles. Le public veut du vrai, du brûlant, du scandale. Et tu sais quoi? Ça marche, ça paye. J'ai entendu le feu crépiter dans la cheminée comme un rire. Je me suis penchée vers lui et ma voix est devenue presque tendre, presque maternelle, ce qui, chez moi, annonce toujours un couteau. Théo, ce que tu as fait, ce n'est pas publié, c'est profané. Il a tapoté l'écran du téléphone comme on caresse un animal docile. Profané? Non, j'ai simplement retiré le couvercle. Et tu le sais, Élise, sous tes pris et tes discours, il y a toujours eu de la matière, de la chair, des cendres. Anne a pleuré, silencieusement. Mon gendre s'est levé pour aller chercher du sel, n'importe quoi, pour fuir. Et moi, je suis restée droite, parce qu'à cet instant, j'ai compris la règle du jeu. Ce dîner n'était pas une confrontation. C'était une déclaration de guerre. Le lendemain, j'ai ouvert mon agenda comme on ouvre une armoire à armes. Pas de conférence, pas d'interview, pas de mondanité. J'ai annulé tout et j'ai gardé une seule chose, un nom. Marc Delcourt. On le disait vieux, pas par l'âge seulement, par la manière. Un avocat de l'ancien monde, celui qui parle peu, mais dont chaque phrase a l'odeur du papier timbré et des salles d'audience. Il avait plaidé des successions impossibles, des divorces de dynastie, des affaires où l'on se tue sans couteau avec des signatures. Son cabinet était près du palais de justice, dans une rue étroite où même le soleil semble demander l'autorisation. Le bois des portes était sombre, le tapis étouffait les pas, et dans la salle d'attente, il y avait des gens qui ne se regardaient pas parce qu'ils avaient trop à perdre. Marc m'a reçu sans surprise, comme s'il m'attendait depuis longtemps. Madame Élise, il a posé ses lunettes et son regard a glissé sur moi, pas sur ma robe, sur ma fatigue, sur mes mains. Je n'ai pas commencé par l'émotion. Je lui ai donné des faits, des dates, des captures d'écran, des copies de pages du livre, des passages soulignés, les lignes d'oran, la lettre exacte. Je voulais qu'il entende, non pas mon chagrin, mais la mécanique. Il a hoché la tête, lentement. Droit d'auteur et surtout droit moral. En France, c'est votre forteresse. Il a marqué une pause, mais la forteresse a une porte, et souvent, c'est la famille qui tient la clé. J'ai senti mon estomac se nouer. Théo prétend avoir un document, une autorisation, ai-je dit. Marc n'a pas souri, il a simplement tendu la main.
Montrez-moi tout ce que vous avez signé ces dernières années. Tout, même ce qui vous a semblé insignifiant. Je suis rentré chez moi et j'ai ouvert mes classeurs, comme on fouille un corps. Contrat d'édition, cession de droit, autorisation pour des archives, invitation, formulaire. Il y avait tant de papiers, tant de oui donnés sans lire, parce qu'on fait confiance, parce qu'on vieillit, parce qu'on croit que l'amour familial est un paraphe naturel. Le soir même, Théo m'a envoyé un message. Court, poli, presque affectueux. Ne t'inquiète pas, tout carré. On a anticipé. Ce pronom m'a glacé. On, comme une entreprise. On, comme une armée. 2 jours plus tard, Marc m'a rappelé. Sa voix était plus basse, plus dure. Il existe un contrat électronique signé numériquement. Silence. À votre nom. Je me suis assise dans mon bureau face à la bibliothèque comme si les livres allaient me défendre. Impossible, ai-je soufflé. Je n'ai jamais... Madame, Marc m'a interrompu avec douceur. Ce n'est pas une question de mémoire, c'est une question de trace. Et la trace, aujourd'hui, gagne souvent contre le souvenir. Il m'a envoyé le PDF. J'ai ouvert le document et j'ai vu mon nom, ma signature, une signature numérique. À côté, une phrase, simple, monstrueuse. J'autorise mon représentant à gérer et exploiter mes données numériques, archives, correspondances et documents scannés à des fins de valorisation patrimoniale. Valorisation patrimoniale. C'était écrit comme une caresse et c'était une chaîne. J'ai relu encore et encore, en cherchant l'erreur, la virgule, le piège. Et soudain, un souvenir m'a traversé, net. Une nuit, il y a quelques mois, j'étais fatiguée, fiévreuse. Théo était venu m'aider. Il avait posé une tablette devant moi, juste une mise à jour. Mamie, pardon, Élise, c'est pour sécuriser tes comptes, ton cloud, tes manuscrits, un clic là. La lumière bleue, la police minuscule, mon doigt lourd et sa voix douce, pressée. J'avais signé sans savoir, comme on signe un reçu. J'ai senti une honte violente, presque enfantine. Pas la honte d'être trompée par un ennemi, la honte d'être trompée par quelqu'un qui m'embrassait le front. Marc a murmuré, au téléphone, « Nous pouvons attaquer, vice du consentement, abus de faiblesse et surtout contester l'étendue. Mais il faudra se battre et il faudra accepter que votre vie entre en audience. » J'ai regardé mes mains qui tremblaient, puis j'ai répondu d'une voix étonnamment claire, « Qu'elle entre, Marc. Si Théo veut descendre, il aura un incendie. » La première attaque n'est pas venue du tribunal, elle est venue du matin, banale, impitoyable. Un matin où Paris a l'air propre, même quand il est sale. Marianne a apporté le café et sans le vouloir, elle a posé sur la table le journal du jour, en une, mon nom, pas en lettres d'or, en lettres de sang. Élise et le secret d'Oran, une héroïne fabriquée. Je n'ai pas eu besoin de lire l'article. Mon téléphone vibrait déjà comme un animal en cage. Notification, message, mention, et au milieu, une annonce. Les roses du désert, tome 2, les cendres de l'uniforme. Je me suis levée trop vite, le cœur a protesté. Mais je me suis appuyée au dossier d'une chaise. Marc m'avait dit « Ils vont accélérer ». Je n'avais pas compris à quel point. J'ai ouvert la page et j'ai eu l'impression de regarder ma propre tombe, en direct, avec une billetterie. Le tome 2 promettait la vérité historique, l'envers du mythe, ce que la littérature a caché. Et surtout, un mot glissé comme une lame, massacre. Le texte commençait par une scène de guerre, sèche, précise, sans lyrisme, une route poussiéreuse, des silhouettes, un village, et cette phrase que je n'ai jamais écrite, mais qui imitait ma respiration. On n'entendait plus les oiseaux, seulement le bruit des ordres, et derrière le silence des corps qui attendaient leur tour. Je n'ai pas respiré pendant plusieurs lignes, parce que derrière la fiction, il y avait des détails, des noms de lieux, des dates, des références militaires, des éléments qu'une simple machine n'aurait pas inventés avec cette exactitude, pas sans nourriture, pas sans archives, pas sans quelqu'un qui savait. J'ai appelé Théo, il n'a pas répondu. J'ai appelé Anne, ma fille, la mère de Théo. Elle a décroché en pleurant, avant même que je parle. « Maman, ils disent que papa, enfin que mon père. » Sa voix s'est brisée. On m'insulte au travail, on m'écrit des choses atroces. Je l'ai écouté et j'ai compris la stratégie. Ce n'était plus une affaire de droit, c'était une affaire de réputation. Et la réputation, c'est la monnaie la plus volatile de ce siècle. Marc est arrivé 1 heure plus tard, manteau humide, regard tranchant. Il avait imprimé des pages, des captures, des commentaires.
Il a posé tout ça sur ma table comme on étale des preuves de scènes de crime. Regardez, a-t-il dit. Ce n'est plus seulement votre intimité. Il touche à l'histoire. Et l'histoire en France, c'est explosif. Je lisais des milliers de messages. Qu'elle avoue. Elle a romancé un bourreau. Les écrivains se croient tout permis. Le petit-fils a eu raison. La vérité d'abord. La vérité. Ce mot utilisé comme un gourdin. Je me suis tournée vers Marc. Il n'a pas le droit. Marc a hoché la tête, lentement. Il a le public. Et le public croit qu'un algorithme est neutre, qu'un calcul ne ment pas, qu'une machine ne trahit pas, alors qu'elle trahit exactement comme celui qui la nourrit. Je me suis assise et pour la première fois, j'ai senti une peur. Pas pour moi, pour la mémoire. Parce que je voyais déjà la suite. La foule réclamerait des preuves, des documents, des archives, des noms. Et Théo, pour rendre son roman crédible, ouvrirait d'autres tiroirs, pas seulement les miens. Ce soir-là, j'ai voulu vérifier mon ordinateur. Je l'ai allumé, la lumière bleue a rempli le bureau comme une eau froide. Et j'ai vu, dans l'historique, des accès récents, des transferts, des dossiers ouverts, des dossiers que je n'ouvrais jamais. Un dossier nommé Oran, classé. Mon sang s'est figé. J'ai compris alors que l'IA n'était pas l'auteur. L'IA était l'appel, et Théo était le fossoyeur. Je me suis levée, j'ai fermé la porte du bureau à clé, comme si une clé pouvait arrêter le numérique. Puis j'ai murmuré, seul dans le couloir, il veut déterrer les morts. Très bien. Alors je vais lui montrer lequel de nous deux s'est brûlé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas parce que j'avais peur, mais parce que, pour la première fois depuis des années, je n'étais plus certaine de ce que je savais. Le dossier Oran classé était là, sur mon écran, comme une cicatrice qu'on découvre en plein jour. J'ai hésité, longtemps, le curseur immobile, mon doigt au-dessus du pavé tactile. Ouvrir, c'était consentir à regarder. Ne pas ouvrir, c'était laisser Théo regarder à ma place. J'ai cliqué. Des fichiers, des scans, des photos jaunies, des listes de noms, des rapports militaires, et au milieu, un document audio. Un simple fichier intitulé « Voix 1961 ». J'ai senti mon cœur faire un bond, ce bond ridicule d'une vieille femme qui croit encore aux fantômes. J'ai mis un casque, comme si cela pouvait contenir l'effroi, et j'ai lancé la lecture. Un souffle, puis une voix d'homme, granuleuse, brisée par le temps. La voix de mon mari, ou quelque chose qui lui ressemblait assez pour me faire mal. « Élise, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage. J'ai arraché le casque. J'ai eu un haut-le-cœur, violent, comme si l'on venait de forcer ma bouche à embrasser un mort. Ce n'était pas un enregistrement ancien, je l'ai compris tout de suite. Il y avait une régularité, une propreté, une respiration trop parfaite, une imitation, une synthèse, une profanation, avec du vocabulaire technique. Je me suis entendu murmurer « non, non ». Et puis, le doute est arrivé. Le vrai, pas celui qu'on joue en littérature, le doute animal. Et si, malgré l'imitation, une partie du contenu était authentique? Et si Théo avait trouvé une confession, un fragment, un trou dans notre histoire que je n'ai jamais voulu combler? Je suis retournée au tome 2, à ces passages où l'IA racontait froidement que mon mari n'était pas un héros, mais un homme qui avait fui, un déserteur, un lâche, un homme qui aurait négocié sa survie avec des informations, avec des vies. C'était écrit avec une logique implacable, des dates, des déplacements, des preuves alignées comme des dominos. Et moi, je cherchais, malgré moi, la place où tout cela pouvait s'emboîter. Parce que la mémoire, avec l'âge, devient une maison pleine de couloirs condamnés. On sait qu'il y a des portes, on ne se souvient plus où est la clé, et parfois, on se persuade qu'il n'y a jamais eu de porte. Je me suis levée, j'ai parcouru mon appartement pieds nus dans la pénombre. Les livres me regardaient, des milliers, rangés, classés, comme des témoins dociles. Mais aucun n'a parlé. J'ai trouvé la boîte en fer, la fameuse, celle au ruban bordeaux. Je l'ai ouverte et j'ai posé les lettres restantes sur le bureau en rang comme des soldats fatigués. J'ai cherché un détail, une incohérence, une faille dans l'image de l'homme que j'avais aimé. Et je l'ai trouvé. Pas dans les mots, dans l'absence, dans une semaine entière sans lettres en 1971. 7 jours de silence, exactement. À l'époque, j'avais attribué cela à une mission, une impossibilité, la guerre. Mais le silence, ce n'est pas une impossibilité, c'est une décision. Je me suis assise et j'ai senti une fatigue immense, plus lourde que la honte.
une fatigue de femme qui a bâti sa vie sur un récit et qui voit le récit se fissurer. Le matin, Marc est arrivé. Il m'a trouvé là, au milieu des lettres, les yeux rouges, pas de larmes, de lucidité. Madame Élise, a-t-il dit doucement, vous êtes en train de faire exactement ce qu'ils veulent. Vous vous accusez vous-même, avant même l'audience. Je l'ai regardé et j'ai répondu d'une voix basse. Marc, et si je m'étais trompée toute ma vie? Si l'homme que j'ai défendu n'avait jamais existé, si j'avais aimé une version, il a posé sa main sur le dossier de ma chaise, ferme. L'IA n'a pas de morale. Elle fabrique une cohérence, pas une vérité. Votre faiblesse, Élise, c'est votre honnêteté. La leur, c'est leur cynisme. Je voulais le croire, mais au fond, une autre pensée me rongeait, comme une braise sous la cendre. Théo ne cherchait pas seulement à me ruiner, il cherchait à réécrire mon amour. Et ça me faisait plus peur que n'importe quel tribunal. Le palais de justice, je le connaissais comme on connaît un monument, de l'extérieur, une silhouette sur l'île, un décor de carte postale. Ce jour-là, je l'ai connu de l'intérieur, et l'intérieur avait l'odeur du vieux papier, de la pierre humide. Et d'une peur très moderne, celle d'être jugé par des inconnus à travers des écrans. La salle d'audience était pleine, trop pleine. Pas seulement d'avocats, de journalistes, de curieux. Il y avait une génération entière venue assister à une scène, la chute d'une vieille femme célèbre par la main de la technologie et du sang. Je me suis assise, droite, mes mains posées l'une sur l'autre, comme sur la couverture d'un livre fermé. Marc, à ma droite, avait cette tranquillité des hommes qui ont déjà vu des réputations mourir et revenir ou ne jamais revenir. Puis Théo est entré. Je l'ai reconnu tout de suite, non pas à son visage, mais à sa façon d'occuper l'espace, comme s'il avait déjà gagné. Costume impeccable, regard clair, pas un frisson. Et derrière lui, ses avocats, jeunes, brillants, avec des dossiers minces. Le numérique voyage léger, il n'a pas besoin de valise, seulement de preuves. Le juge a demandé le silence. Et le silence s'est fait, mais un silence électrique, un silence de studio. L'avocat de Théo s'est levé. Madame Élise invoque le droit moral, la sacralité de l'œuvre, la protection de l'intime. Il a marqué une pause et a souri, comme on sourit à une nostalgie. Mais nous ne sommes plus au 19e siècle. Nous sommes à l'ère des données. Et les données ne mentent pas. Je n'ai pas bougé. Marc, lui, a à peine cligné des yeux, comme si cette phrase « Les données ne mentent pas » était la plus vieille supercherie du monde. Alors, ils ont sorti l'écran. Un grand écran, devant la salle comme une scène dans la scène. Et là, ils ont projeté des passages du tome 2 en noir sur blanc avec des dates, des noms, des cartes, des photos. Puis, le pire, le fichier audio. L'avocat a dit calmement, nous allons faire entendre une pièce qui éclaire la dimension historique du récit. J'ai senti mes doigts se crisper malgré moi. Une part de moi attendait, une autre, suppliait que cela ne commence pas. La salle s'est plongée dans une semi-obscurité et la voix a rempli l'air. 7 voiles de mon mari, recréées, lissées, reconstruites pour parler à ma place. Élise, j'ai fait des choses. Le souffle parfaitement dosé, la tristesse parfaitement calibrée, la culpabilité servie comme un plat tiède. Je n'ai pas eu le réflexe de pleurer. J'ai eu le réflexe de vomir, intérieurement. Autour de moi, j'entendais des murmures, des mon Dieu, des reniflements. Le public croyait assister à une séance de spiritisme. La presse croyait tenir un titre. Et moi, je voyais mon amour transformé en effet spécial. Marc s'est levé, enfin, sa voix n'a pas tonné. Elle a tranché. Monsieur le Président, ce fichier n'est pas une preuve, c'est une imitation, une simulation, une mise en scène. On fait parler un mort à l'aide d'un logiciel et on demande à cette cour de considérer cela comme une vérité. L'avocat de Théo a répondu, sans trembler, ce n'est pas un mensonge, c'est une recomposition, une cohérence issue des documents. L'algorithme ne fabrique pas, il connecte, il relie ce que les humains ont choisi d'oublier. J'ai senti la salle basculer, parce que cette phrase était séduisante. Elle flattait la foule. Vous êtes du côté de la vérité, pas du côté des vieilles élites qui cachent. Elle transformait ma défense en aveu et ma douleur en stratégie. Le juge a posé une question simple, terrible. Madame Élise, reconnaissez-vous avoir signé l'autorisation de gestion et d'exploitation de vos données numériques? Je me suis levée. Mes genoux ont protesté, mais je me suis tenue droite parce qu'on ne s'effondre pas devant ceux qui attendent notre chute.
Oui, j'ai signé, ai-je dit. Et la salle a frissonné, comme si tout était fini. J'ai ajouté, en levant les yeux vers Théo. Mais j'ai signé sans savoir. Et vous le savez, Théo, vous avez pris ma fatigue pour un consentement. Son regard n'a pas bougé. C'est là que j'ai compris une chose, plus froide que la pierre du palais. Dans ce procès, il n'y avait pas seulement une grand-mère et un petit-fils. Il y avait une époque qui jugeait une autre. Et moi, au milieu, j'étais devenu le champ de bataille. Je croyais avoir touché le fond au palais de justice sous cette voix synthétique qui profanait mon passé. Je me trompais. Le fond n'est jamais un lieu. C'est une porte qu'on ouvre. Après l'audience, Marc m'a ramené chez moi sans parler. Paris défilait derrière la vitre, flou, indifférent. Les cafés étaient pleins, les amoureux riaient, la ville poursuivait sa comédie, pendant que ma vie se décomposait en hashtag. Dans l'entrée, Marianne m'a tendu une enveloppe. Pas un courrier d'avocat, pas une convocation. Une enveloppe épaisse, jaunie, sans timbre, comme si elle avait traversé la mer à la nage. On l'a déposée à la loge, avant le procès, a-t-elle murmuré. Je l'ai prise et j'ai su, avant même de l'ouvrir, que ce n'était pas une menace ordinaire. À l'intérieur, il y avait une photographie. Un homme en uniforme plus jeune, le même regard, la même fossette au menton, mon mari, oui, mais pas mon mari comme je le connaissais. À côté de lui, une femme, algérienne, robe claire, cheveux attachés, et dans ses bras, un enfant. Un enfant. Je me suis assise d'un coup, comme si mes jambes avaient compris avant mon cerveau. Sous la photo, une phrase au stylo. En français hésitant, « Il n'était pas seulement à vous. Le sang, ce n'est pas une métaphore. » J'ai senti le mien quitter mon visage. Marc a pris la photo, l'a observée longtemps, puis m'a regardée. « Vous n'avez jamais parlé d'une liaison, d'une autre vie ?» J'ai eu envie de rire, mais le rire s'est coincé. Une liaison, mon mari et moi. On avait vécu dans la clandestinité de la guerre, oui, mais nous étions un récit fermé, un livre relié. J'avais cru, naïvement, que l'amour, quand il souffre, devient exclusif. Je me suis levée, j'ai ouvert l'enveloppe en entier et j'ai trouvé les lettres. Des lettres authentiques, pas des copies numériques, pas des phrases sorties d'un algorithme. Du papier fin, une encre pâlie, des pliures anciennes. Et l'écriture de mon mari, reconnaissable comme une empreinte. J'ai lu la première ligne et je me suis sentie tomber à l'intérieur de moi. Ma chère Samira, je viendrai quand je pourrai, je te le promets. Dis à notre fils que son père pense à lui. Notre fils. Je n'entendais plus rien, ni Marc, ni la rue, ni le tic-tac de l'horloge. Seulement ce notre, ce mot qui en une seconde me volait 50 ans de fidélité. Je me suis mise à fouiller comme une possédée dans les lettres, dans les lieux. Oran, Alger, Blida, et au milieu des détails, si domestiques, si simples, qu'ils étaient plus cruels que tout. Une toux d'enfant, un panier de figues, une promesse de chaussures, une peur d'épidémie, une phrase sur la petite chambre au-dessus du café. La guerre, oui, mais aussi la vie. J'ai murmuré sans m'entendre. Il avait une maison. Marc a parlé, enfin, très lentement. Théo a acheté ses lettres. Cela veut dire qu'il a rencontré quelqu'un, qu'il a payé pour rendre son livre vrai. Et c'est là que le twist a pris sa forme entière comme une lame qui sort du fourreau. Théo ne s'était pas contenté de scanner mes archives. Il était allé plus loin, dans l'autre continent de mon ignorance. Il avait trouvé une femme, ou ses héritiers, et il avait acheté ce que je n'avais jamais su chercher. Je me suis souvenue d'une phrase de mon mari, un soir, très vieux, très fatigué, quand il regardait la scène sans la voir. « Il y a des choses, Élise, qu'on emporte dans le sable. » Je l'avais cru poète. Il était simplement coupable. Je voulais hurler, mais aucun son ne sortait. Alors j'ai fait quelque chose de pire. Je me suis mise à relire mes propres lettres à lui, celles que j'avais gardées. Et tout, soudain, se déplaçait. Chaque « je t'attends » devenait ridicule. Chaque « reviens » devenait aveugle. Chaque silence prenait une autre odeur. Marc a posé une main sur la table, ferme. « Élise, écoutez-moi, ceci ne change pas votre droit, mais ça change votre récit public. Et Théo va s'en servir. » Je l'ai regardé, les yeux secs, brûlants. Il croit m'avoir prise en otage avec la vérité. Ai-je soufflé. Il ne comprend pas que la vérité, quand on la regarde en face, peut aussi libérer. Puis, j'ai serré la photo entre mes doigts jusqu'à la plier. Et j'ai compris, avec une clarté glaciale,
Le procès n'était plus seulement une affaire d'algorithme, c'était une affaire de sang, de désert et d'un enfant dont je n'avais jamais prononcé le nom, parce que je ne savais même pas qu'il existait. Je n'ai pas dormi non plus cette nuit-là, mais ce n'était plus la peur, c'était la nécessité. J'ai étalé sur mon bureau 3 choses, comme on aligne des pièces à conviction: la photo de Samira, les lettres d'Alger et mon vieux carnet noir, celui que tout le monde appelle mon journal. Ce carnet, je l'ai caressé du bout des doigts et j'ai senti une honte ancienne remonter, pas celle d'avoir été trompée, mais celle d'avoir su un jour que je mentais et d'avoir continué. Marc m'avait dit, Théo va utiliser ces lettres pour vous faire passer pour une femme qui a tout inventé ou qui a couvert. Et moi, je savais qu'il y avait pire, parce que Théo ne jouait pas seulement avec mon intimité, il jouait avec l'origine même de mon œuvre, avec ce qui, depuis 50 ans, nourrit mes romans, mes prix, ma légende. Ce matin-là, j'ai demandé à Marianne d'apporter une valise, une vraie, lourde, pas une valise de week-end. Dans cette valise, j'ai mis le carnet noir, puis une enveloppe scellée que je gardais au fond d'un tiroir depuis des décennies, une enveloppe que je n'avais jamais ouverte devant personne. Sur l'enveloppe, il y avait écrit de ma main à n'ouvrir que si tout s'écroule. Tout s'écroulait. Au palais de justice, l'air était plus froid que la veille. Théo était là, impeccable, plus souriant, comme s'il avait déjà appris à vivre avec ma chute. Les journalistes me guettaient. Certains avec pitié, d'autres avec gourmandise. On adore les vieilles icônes, surtout quand elles saignent. Quand mon tour est venu, Marc s'est levé, et moi aussi. Je portais la valise comme on porte un corps. L'avocat de Théo a attaqué, avec une élégance cruelle. Madame Élise prétend être victime, mais elle a construit sa carrière sur une mythologie. Nous avons démontré qu'elle a autorisé l'exploitation de ses données. Et aujourd'hui, nous révélons l'existence d'une seconde famille de son mari qu'elle a volontairement passée sous silence pour préserver son image. Théo a baissé la tête, juste assez pour jouer le petit-fils attristé. La salle a soupiré, comme si l'histoire était déjà écrite. Marc a parlé calmement. « Monsieur le Président, il y a une chose que nous devons clarifier. On accuse Madame Élise de mentir, alors que l'on oublie un détail essentiel. De quel journal parle-t-on » Un murmure a parcouru la salle. Le juge a froncé les sourcils. « Expliquez. » Je me suis avancée et pour la première fois, je n'ai pas cherché à être digne. J'ai cherché à être exact. Ce carnet, et je dis en le sortant lentement, tout le monde croit qu'il est à moi, même moi, je me suis arrangée pour y croire. Un frisson dans les bancs. L'avocat de Théo a ricané doucement. Une pirouette littéraire, je l'ai interrompu d'une voix basse, qui a fait taire la salle parce que parfois, la faiblesse devient une autorité. Ce n'est pas une pirouette, c'est une confession. J'ai ouvert l'enveloppe scellée. À l'intérieur, il y avait une feuille, une seule et une petite photo d'identité, abîmée. Une femme jeune, le regard droit, trop droit, un regard d'acier. Sur le papier, un nom, en arabe, et dessous, une traduction que mon mari avait écrite autrefois à la hâte. J'ai avalé ma salive, puis j'ai dit « Ce journal n'est pas le mien. Il appartient à une femme morte, une femme que j'ai rencontrée en 1961 et dont j'ai pris le carnet quand elle a été tuée. » La salle s'est figée. Même Théo a cessé de sourire. Je continuais parce qu'une fois la gorge ouverte, le mensonge ne tient plus. Elle était une agente, une messagère, appelez-la comme vous voulez, du camp d'en face. Elle écrivait tout, les lieux, les noms, les peurs, les ordres. Moi, j'étais jeune, j'étais lâche, j'étais fascinée et j'ai compris que ces pages étaient de la littérature brute, une littérature plus vraie que tout ce que j'avais en moi. Je me suis tournée vers le juge et j'ai senti ma voix trembler, non pas de peur, mais de lucidité. Je l'ai utilisée, pas mot pour mot au début, puis de plus en plus. Et j'ai fini par confondre sa vie avec la mienne jusqu'à en faire ma légende. Pendant 50 ans. Un bruit quelque part, une chaise, un souffle coupé, une journaliste qui cesse d'écrire parce que même son cynisme a des limites. L'avocat de Théo a balbutié. C'est absurde, elle s'accuse elle-même. Marc a levé la main. Non, elle rétablit la propriété. Et donc, la fraude de votre camp. Car Lia n'a pas pillé uniquement l'intimité d'Élise, elle a broyé le témoignage d'une morte. Je me suis tournée vers Théo. Enfin, tu voulais la vérité, Théo, la voilà.
Tu as publié un livre en croyant me détruire, mais tu as réveillé quelqu'un d'autre, quelqu'un que je devais enterrer correctement depuis 50 ans. Théo avait le visage blanc, presque enfantin, comme s'il découvrait que les données peuvent être des os. Et moi, debout au milieu de cette salle, j'ai compris que le scandale venait de changer de camp, parce que le vrai crime n'était plus la grand-mère trahie. C'était la grande écrivaine qui avait volé une vie et l'algorithme qui venait d'exhumer le vol comme on exhume un cadavre sous les applaudissements. Le verdict est tombé 1 mois plus tard, un matin gris, le genre de matin où Paris ressemble à une page non écrite. Je suis arrivée au tribunal sans maquillage, sans bijoux, sans cette armure de femme célèbre. Marc marchait à côté de moi, silencieux, et pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'il me protégeait. Non pas de la loi, mais du regard des autres. La décision était claire, chirurgicale. Théo devait retirer les livres de la vente, cesser toute exploitation de mes archives et verser des dommages pour atteinte au droit moral et pour manœuvres trompeuses liées au contrat électronique. Amazon devait coopérer au retrait et publier une mention discrète mais officielle. Je devrais me sentir victorieuse. Je n'ai rien senti. Parce que la victoire, quand elle vous laisse nue, ressemble à une punition. À la sortie, les journalistes étaient là, en meute, microphone tendu, caméra braquée. Ils n'attendaient pas le droit, ils attendaient l'humiliation ou le pardon, ou une phrase historique pour remplir leur soirée. Madame Élise, regrettez-vous? Avez-vous menti pendant 50 ans? Qui était cette femme? Et votre petit-fils? Théo, lui, n'était pas là. Il avait choisi l'absence comme une stratégie ou comme une honte. Je me suis avancée sur les marches et j'ai senti le froid mordre mes doigts. Dans ma main, j'avais le carnet, le vrai, celui qu'on avait identifié, celui dont l'écriture ne m'appartenait pas, mais dont le poids était désormais le mien. J'ai regardé les caméras et j'ai vu, non pas des gens, mais des bouches ouvertes, des bouches qui voulaient manger mon histoire. Alors, j'ai fait ce que je n'avais jamais osé faire dans un livre. J'ai refusé la mise en scène. J'ai sorti une petite boîte d'allumettes de mon sac. Un geste simple, presque vieux jeu, un geste d'un autre siècle. Marc a murmuré derrière moi. « Élise, non », mais sa voix était trop tardive. Comme toutes les voix de prudence. J'ai ouvert le carnet, 1 seconde, juste assez pour voir ces lignes qui ne seraient jamais miennes et que pourtant j'avais portées comme un bijou volé. Puis, j'ai craqué une allumette. Le bruit, sec, minuscule, a été plus fort que les flashs. La flamme a léché le papier, d'abord timidement, puis avec une avidité presque joyeuse. Le bord des pages s'est recroquevillé, noirci, et l'odeur du papier brûlé est montée comme une vérité irréversible. Les journalistes ont crié, quelqu'un a tenté de s'approcher, des gardes ont bougé, mais je tenais le carnet comme on tient une dernière décision. Je rends, ai-je dit, et ma voix étonnamment n'a pas tremblé. Je rends ce qui n'était pas à moi. Je refuse que vous en fassiez un feuilleton. Je refuse que la mort devienne un contenu. Le feu a gagné jusqu'au milieu. Des cendres se sont envolées, légères, presque belles comme une neige noire. Et j'ai pensé avec une lucidité douloureuse. Voilà, ma carrière. En résumé. Quand il ne restait plus qu'une carcasse de pages, je l'ai laissé tomber dans un récipient métallique qu'un agent avait apporté trop tard, comme on apporte toujours la morale après le crime. Je suis descendue des marches, sans répondre aux questions, sans regarder personne. Le soir, j'ai marché le long de la Seine, seule, vraiment seule. Les ponts étaient allumés, les péniches glissaient, indifférentes. La ville continuait à vendre du rêve, pendant que je perdais le mien. J'ai pensé à Théo, à son enfance, à ses mains sur mes livres. Je n'ai pas trouvé la place du pardon, pas encore. Mais j'ai senti autre chose, plus étrange, plus rude, presque propre. La liberté. Pas celle qu'on applaudit, celle qui arrive quand il ne reste plus rien à défendre, sinon la vérité nue et les cendres qui ne mentent pas. Cette histoire, ce n'est pas seulement celle d'une intelligence artificielle, ni celle d'un procès spectaculaire. C'est l'histoire d'une illusion très humaine, croire que ce que nous taisons disparaît. En réalité, le silence n'efface rien, il conserve, il fermente. Et un jour, il trouve une voie, parfois la pire, parfois la plus froide. J'ai appris trop tard peut-être que la mémoire n'est pas une propriété privée, qu'on ne peut pas bâtir une vie, même brillante, sur une vérité empruntée sans en payer le prix.
et que la technologie, aussi neutre qu'elle se prétende, ne fait qu'amplifier ce que nous lui donnons. Si nous lui confions nos zones d'ombre, elle les éclaire sans pudeur. Si nous lui donnons des mensonges, elle les rend crédibles, terriblement crédibles. Mais j'ai appris aussi autre chose. Plus inconfortable encore, la trahison la plus douloureuse ne vient pas toujours des ennemis. Elle vient parfois de ceux à qui nous avons tout confié, par amour, par fatigue, par aveuglement. Et elle nous oblige à regarder une question que nous repoussons tous. Qu'avons-nous laissé derrière nous en pensant que personne n'oserait ouvrir cette porte? Vous qui écoutez cette histoire, avez-vous déjà protégé un secret au nom de l'amour? Avez-vous déjà embelli un souvenir pour pouvoir continuer à vivre avec? Ou au contraire, avez-vous découvert un jour que l'histoire familiale que l'on vous avait transmise n'était qu'un décor? Et si demain, une machine ou un être trop pressé mettait au jour ce que vous avez tu, diriez-vous encore, c'était pour le bien de tous? Ou diriez-vous, enfin, la vérité? Si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire. Pas pour être jugé, pas pour être corrigé, mais pour déposer à votre tour ce fragment de vie que vous portez seul depuis trop longtemps. Envoyez-nous votre histoire, comme on confie une lettre à la mère. Certaines resteront secrètes, d'autres, peut-être, deviendront des récits, pour rappeler à chacun de nous que derrière les grands scandales, il y a toujours une peur très intime et un choix que l'on n'a pas osé faire. I don't have any space on my work surfaces. There you go. Why'd you ask? How are you? What's the oddest thing? Why are you asking me questions about my microwave? I don't really use my microwave that much. The only thing I really use it for is reheating, like, meal prep. Not to be confused with G-Spot. Yes, or G-Scott, the chatter. Why is there? No, there's nothing bad. It's just an obscure question. But why do you ask? That is a very Caden thing to say, to be fair. So no men buy that brand, or they can't find it anyway. Sorry. I shot it. I love a silent pin. G-Pass is nice this season. Not very good, expensive, and not very expensive and not cheap either. Reliable in most cases. Good to know. Are you a microwave expert? I'm so confused what's going on. By the way, I just made that noise and then I heard my neighbours start moving around upstairs. Do you think they've gotten upset at me? Phone, it's just obviously I like put my phone down for 2 minutes and all of a sudden I've just got a million messages. I have the matching toaster as well, Carcass, and I'm actually thinking about getting the matching kettle. I use